C'est qu'avec 33 000 milliards d'endettement, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière, c'est-à-dire qu'on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ces intérêts. En fait, ce que j'ai envie de dire à monsieur Oudin, d'emblée, j'ai comme l'impression qu'il veut se substituer à une agence de notation, alors que nous, en Côte d'Ivoire, on écoute les experts. Figurez-vous que pendant 50 ans, la Côte d'Ivoire n'avait que, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire avait combien de ponts? On avait le pont Félix-Houphouët-Boigny et puis Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on a plus de 25 ponts et échangeurs construits par le gouvernement Ouattara. Il dit on ne mange pas des ponts. On ne mange pas des ponts, c'est des ponts. Donc quand il dit ça, il faut parler de la pauvreté. Il faut parler des choses concrètes. Je vais juste... La vie est-elle chère à Abidjan ou pas? Il faut donner des factuelles, choses. monsieur. Allez. En 2011, monsieur Togbé, n'importe qui aurait pris le pouvoir. Après la gouvernance de Laurent Gbagbo et la négociation des PPTE, vous produisez des résultats plus performants, plus efficaces, plus clairs que ce que monsieur Doumbia a l'air de nous égrener. Vous avez entendu parler du budget sécurisé? Ce budget était un budget qui a été énoncé en pleine crise de la Côte d'Ivoire, monsieur. Et malgré que le pays était divisé en deux et que les recettes de la partie septentrionale ne descendaient pas, alors que tous les fonctionnaires qui couvraient tout le pays étaient payés, salariés. Je vais pas laisser malgré ça, tout ça, monsieur Laurent Gbagbo et son pouvoir arrivaient c'est pas parce que vous avez à planifié équilibrer, quelque chose à payer que vous avez les cadres. réalisé. Il y a une différence, monsieur. À rembourser, planifier et à réaliser et encore et à rembourser l'endettement extérieur et interne de la Côte d'Ivoire. On aurait placé n'importe quel cadre ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire et il aurait fait mieux. Qui reçut le produit de la longue négociation que les Bonne-Boisbré et les autres ont fait pour le PPTE, je vous assure, ce n'est pas ce résultat qu'on aurait obtenu. Octobre 2010, octobre 2025, voici 15 longues années que le RHDP règne d'une main de fer et sans partage sur la Côte d'Ivoire. 15 ans de promesses, de slogans creux, et surtout 15 ans de désillusion pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour, et elle est très amère. Le RHDP du président Alassane Ouattara n'a été qu'une vaste arnaque, une escroquerie politique qui a vendu du rêve à des millions d'Ivoiriens, pour ne leur offrir en retour que routes, ponts et misère. Un miroir aux alouettes, comme l'a cruellement révélé ce débat politique, où le défenseur du RHDP s'est complètement ridiculisé. Il a été incapable de justifier leur prétendu miracle économique, balbutiant, cherchant désespérément des arguments. C'était pathétique, gênant, humiliant même. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces incompétents osent encore demander 5 ans de plus. 5 ans pour continuer à mentir aux Ivoiriens, 5 ans pour enfoncer encore plus le pays? C'est incroyable. Aujourd'hui je vous partage cette vidéo choc, la preuve ultime que le RHDP n'a plus rien à offrir au peuple de Côte d'Ivoire. Une chose est claire, après l'avoir regardé, en octobre prochain, vous, Ivoiriens, aurez le choix entre reconduire ces imposteurs, ou enfin tourner la page pour de bon. Alors prêt à voir la réalité en face? Regardez bien, et jugez par vous-même. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Très rapidement, Bernard Oudin. Quand on parle d'une présidentielle, c'est-à-dire, on parle d'un mandat qui s'achève aussi. Et on se projette à l'avenir. Quel est votre regard sur les 13 dernières années où la Côte d'Ivoire a été dirigée par le président Alassane Ouattara? Vous émettez le souhait de voir le président Laurent Gbagbo candidat à cette présidentielle et pour qu'il remporte même cette présidentielle. Quel est le regard que vous portez sur celui donc de son prédécesseur? Si éventuellement il devient... Vous savez, il y a quelques années déjà, dans un certain nombre d'interviews, quand on me posait la question, en particulier par rapport à certaines réalisations du régime Ouattara aujourd'hui, à l'époque on parlait du pont Henri Konan-Bédier et de 2-3 autres réalisations, j'avais l'habitude de répondre, un pont ça ne se mange pas. Parce que quand on veut développer un pays, il est bien de faire des infrastructures, mais il faut se rappeler qu'on a aussi des habitants dans ce pays. Et que ces habitants-là, le fait qu'il y ait un très joli pont, qui soit en plus à péage pour certains, ça n'arrange pas nécessairement le garbat du soir.
Donc, c'est là qu'est le vrai sujet. C'est est-ce qu'on a le développement du pays pour avoir quelques réalisations, entre guillemets, qui pourraient être considérées comme pharaoniques, et à côté de ça, des populations qui restent dans un état déplorable, comme celles qu'on a déguerpies de Boribana, du GESCO, sans parler de toutes celles qui vivent dans les villages, les campements, avec des problèmes d'eau, d'électricité, d'accès à la circulation et au déplacement. Donc le vrai problème est là. Les Ivoiriens vont pouvoir s'exprimer. Une élection, ça permet au peuple de s'exprimer. Parce que comme dit le président Gbagbo, le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Oui. Le président est locataire. Et pendant qu'il est locataire, il faut qu'il agisse pour que le peuple décide de le garder ou de le congédier. Si on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est très inquiet pour la future. Le plus gros Vous êtes très inquiet pour le futur de la Côte d'Ivoire. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son endettement par rapport à l'international. Et ça, c'est une chose qui va être très difficile à gérer pour les générations futures. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, on avait obtenu le PPTE, le système du mécanique des Nations Unies, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui est sur les pays pauvres très endettés. Ce qui permettait de faire chuter les endettements de la Côte d'Ivoire de façon drastique. D'ailleurs, c'est la seule personne qui en a bénéficié, c'est Ouattara, après la chute de Gbagbo, puisque ça a été appliqué à partir de juin 2011. Mais c'est sous le président Gbagbo que tout a été monté. Et dans ce cadre-là, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été redescendue à 4 000 milliards. Elle est aujourd'hui au-delà de 30 000 milliards. C'est hallucinant. Moi, j'ai été, il y a une cinquantaine d'années, conseiller technique au ministère des Finances à Abidjan. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation et c'est ça le vrai problème. Prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo? Le Congo-Brazza, par exemple. Oui. Ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, oui, c'est vrai. Et oui. Parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils ne veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Oui. Et ils ont pris dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui. Ouais. Ils ont hypothéqué quasiment le pays. Absolument. Et la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Je ne vois pas très bien la comparaison. La comparaison, c'est qu'avec 33 000 milliards d'endettement, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière. C'est-à-dire qu'on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ces intérêts. Et là, le pays, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra avoir un très joli pont à Auban. Fakouri est un excellent architecte. Je rappelle aussi au passage que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro... En pleine rénovation, oui. Jusqu'à Yamoussoukro, il était construit en 2010. Oui, mais donc, c'est en rénovation actuellement. Et puis il y a la corniche San Pedro qui a dû être refaite Abidjan. Parce qu'à l'époque, ils ont reconstruit et ça a duré je ne sais pas combien de temps, etc. On ne va pas énumérer tout ça. Mais le fait principal, c'est la dette et la situation des Ivoiriens au jour le jour dans tous les coins de Côte d'Ivoire. Il est très dur, hein. Il est très dur. Mais c'est bien ça. Bena Oudin, il résume le bilan du président Ouattara, il dit il y a quelques 3 réalisations. C'est très dur comme bilan, mais il évoque quand même un sujet capital, fondamental. Ben, vous répondez, lui. En fait, ce que j'ai envie de dire à monsieur Oudin, d'emblée, j'ai comme l'impression qu'il veut se substituer à une agence de notation, alors que nous, en Côte d'Ivoire, on écoute les experts. Selon Moody's, l'agence de notation internationale, la Côte d'Ivoire est montée d'un cran en termes de solvabilité et d'emprunt. On est passé du niveau, si je ne me trompe, je ne suis pas expert des terminologies, mais on est passé à un niveau BA2, si je ne me trompe, stable. Voilà. Oui. Donc la Côte d'Ivoire est un pays crédible
et un pays qui peut rembourser ses dettes. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant... Mais soyez précis. Il a évoqué des choses. Il dit on ne mange pas des ponts. On ne mange pas des ponts, c'est des... Donc quand il dit ça, il faut parler de la pauvreté. Il faut parler des choses concrètes. Je vais juste... La vie est-elle chère à Abidjan ou pas? Il faut donner des factuel, choses. Monsieur. Allez, voilà. Écoutez, si moi, en tant que transporteur, je prends juste un exemple. Oui. Je suis transporteur du taxi, je suis un taximètre, par exemple, et que mon déplacement quotidien, oui. Par exemple, si je dois effectuer des déplacements Cocody, Koumassi, en passant par le plateau, et qu'avant ça me prenait 1 heure avec peut-être 30 minutes supplémentaires d'embouteillage, et que grâce au pont qui a été mis en place, je peux me déplacer en seulement 30 minutes. Je pense que c'est un gain quotidien en termes de rentabilité. Il n'y a plus d'embouteillage dans Abidjan? Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'embouteillage, mais il y a la possibilité, il y a des alternatives. Ouais. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont mises en place pour pouvoir faciliter, désengorger Abidjan et faciliter la circulation. Je prends l'exemple du taximètre pour vous dire qu'en termes de coûts de transport, de coûts de carburant, j'ai un gain par rapport à ce qui se passait avant. En termes de maintenance de mon véhicule, j'ai un gain parce que j'arrive à rentabiliser en fait sur ce fait-là. Et donc, du coup, clairement, en fait, je gagne en fait à la fin de la journée quelque chose que je ne pouvais pas effectivement bénéficier avant parce qu'il fallait aller voir un mécanicien et tout ça. Donc, c'est des réalités aujourd'hui que font que témoignent en fait les populations ivoiriennes. Moi, aujourd'hui, quand je vais à Abidjan et que je dois me déplacer à Yamoussoukro, je fais mon déplacement aujourd'hui en moins de 2 heures. Alors qu'avant, en fait, c'était plus que ça. Et ne sont pas les seuls exemples en fait qui existent. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que on mange le pont parce que le pont nous permet de pouvoir effectivement rentabiliser sur nos activités quotidiennes. Si vous dites ça, ouais, vous laissez supposer que tous les Ivoiriens vivent à Abidjan et que la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Ce n'est pas le cas. Non, les ponts et les infrastructures routières ne sont pas seulement qu'à Abidjan. Si on aborde le sujet sur le bilan, en fait, moi, je vous donnerai des chiffres, en fait, parce qu'avec le gouvernement RHDP et Alassane Ouattara, en fait, tout est traçable et tout est visible et palpable encore. À la différence de ce qui se passait avant. Quand on prenait le pouvoir en 2000, je vais aller sur l'existant, ce qu'on avait avant 2011 et ce qui a été fait aujourd'hui. Ouais. Quand on parle de pont, en fait, avant 2011, figurez-vous que pendant 50 ans, la Côte d'Ivoire n'avait que, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire avait combien de ponts? On avait le pont Félix-Houphouët-Boigny et puis Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on a augmenté ce chiffre-là. Si vous prenez les infrastructures routières, vous avez quoi? Voilà, tel qu'on le signifie aujourd'hui, on a plus de 25 ponts et échangeurs construits par le gouvernement Ouattara. On a plus de... Monsieur, vous savez ce qui aurait été plus percutant? D'accord. C'est que vous nous expliquiez si aujourd'hui, l'Ivoirien moyen s'en sort avec le loyer et la nourriture, l'eau, le courant. Est-ce que ce que représente aujourd'hui tout ce que je viens de citer comme produit de première nécessité, comparé à il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que la vie est devenue moins chère pour les Ivoiriens? C'est la question. Laissons de paix les histoires de ponts. C'est très beau les ponts, on est d'accord. Il faut des ponts, il faut des infrastructures dans un pays. Et c'est très bien, Abidjan est beau, personne ne peut en douter, c'est sûr. Mais là, quand on fait un focus sur le panier de la ménagère, est-ce que la vie est devenue moins chère pour les Ivoiriens ou pas? C'est la question qui est posée, la question du coût de la vie. Aujourd'hui, en fait, il y a une forte proportion et une forte amélioration par rapport à ce qui se faisait avant. D'accord. Le PIB a carrément augmenté en Côte d'Ivoire. La classe moyenne aujourd'hui est plus ressentie. Et si vous prenez le PIB par habitant, il a carrément, je dirais, doublé. En 2011, le PIB par habitant en Côte d'Ivoire était de $1 213. Aujourd'hui, il est carrément à $2 300. Et ça sont des chiffres qui sont réels, qui peuvent être vérifiés. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, monsieur, que la vie de l'Ivoirien moyen a changé en Côte d'Ivoire.
ils ont l'accès à l'électricité, ils ont l'accès à l'eau potable. L'école est gratuite. Vous avez totalement raison. Absolument. 92% de taux d'électrification. Absolument. Vous avez fait un bon. Et nous visons les 100% à horizon 2025. Dans 2 ans, la Côte d'Ivoire, il ne se passera une parcelle du territoire national en Côte d'Ivoire qui ne bénéficiera pas en fait de l'électricité. Et si vous prenez le nombre d'abonnés en 2011, on était à 1 million. Aujourd'hui, nous sommes à 2,6 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est un bond de plus de 1,6 million d'abonnés en Côte d'Ivoire. On reviendra. Maintenant, si je veux aussi aborder par rapport à l'électricité en termes de puissance, parce qu'aujourd'hui, il y a une diversification en fait, du mix énergétique en Côte d'Ivoire qui favorise en fait l'accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire, en 2011, on avait, je dirais, 1200 mégawatts en termes de puissance. Aujourd'hui, c'est carrément doublé. Nous sommes à 2300 mégawatts de puissance électrique avec dans toute la sous-région, la Côte d'Ivoire bat effectivement avec monsieur une diversification en termes de panneaux photovoltaïques, en termes de biomasse, en termes de voilà, en fait, il y a une diversification des solutions qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une puissance, un pays qui est en voie d'émergence, et après 2025, nous allons confirmer cette émergence-là. Sous la houlette du docteur Alassane Dramane Ouattara comme président. Merci. Maître Zéhouri, et vous avez la parole, vous êtes sans doute moins satisfait que lui, c'est pour ça que vous avez une nouvelle offre politique pour les Ivoiriens. On retient quoi? L'année prochaine, c'est la présidentielle. Votre regard sur les 5 ans qui s'achèvent, c'est lequel? Je voudrais remercier le président Tidiane Thiam d'avoir porté son choix sur moi pour être son haut représentant dans un district très important de plus de 2 400 000 habitants en Côte d'Ivoire. Vous voyez, monsieur Togbé, j'ai pas de papier comme mon voisin. J'ai rien noté, j'ai rien préparé. Il faut que ça soit souligné, d'accord? Bien. Mais deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que moi je vis en Côte d'Ivoire. Je suis donc à Paris pour une visite de travail et d'affaires. Une fois ces 2 points soulignés, j'aimerais dire ceci. La Banque mondiale, oui, sur le compte rendu de, comment vous appelez déjà, Jeune Afrique, oui, il y a 1 semaine, oui, rendait compte d'un état comparé du niveau de vie des pays africains. Hélas, la Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100, établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale, c'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais... La vie est plus chère à laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court et simple... Monsieur Richard, oui. Je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Il ne reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,25%. C'est-à-dire les Ivoiriens vivent moins bien à 91,25% que les New-Yorkais. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre le rapport du niveau de vie avec les revenus gagnés, il faut progresser de près de 91,25%. C'est dire à quel point le pays est dans une situation catastrophique du point de vue du niveau de vie des Ivoiriens qui sont surendettés. Lorsque mon voisin parle du PIB,
il est estimé à 4 millions combien par habitant en Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir atteindre les 4 millions et quelques en Côte d'Ivoire, il faut partir de 60 000 francs déjà, le SMIC, 61 000 francs pour atteindre 4 millions. Ça veut dire que de 61 000 à 4 millions, le gap n'existe pas. Autrement dit, les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Les Ivoiriens vivent au-dessus de tout, dans un endettement pharaonique. Et M. Oudin l'a expliqué tout à l'heure, les gens s'endettent pour vivre, pour construire sur les générations à venir. Et je termine pour dire, moi je suis le représentant de M. Tidjane Thiam dans une région, dans un district qu'on appelle le Lodjibois. Dans ce district, la pauvreté est la richesse la plus partagée. Les gens meurent en cascade. Ils meurent tous les jours de faim. Ils meurent tous les jours de maladie. Même une migraine peut tuer quelqu'un dans mon district. C'est dire que ce que dit la Banque mondiale et qui est publié par Jeune Afrique et que vous pouvez vérifier est vrai. Et moi, je le vis au quotidien parce que c'est moi, avec mes amis, c'est moi, avec le PDC-RDA, qui participons à financer ces funérailles, à soigner ces personnes, à nourrir ces orphelins, à mettre les enfants à l'école, à aider les étudiants et à alimenter la vie de tous les jours. Alors que mon voisin soit satisfait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce que nous lui disons, où est-ce qu'il a mis les Ivoiriens dans tout ça? D'accord. Il va... Une petite chose pour revenir, avant qu'on termine. Un petit détail, par exemple, sur Moody's, qui est une agence de notation privée comme Standard et d'autres, et Fitch. Quand vous êtes endetté comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens qui participent à désigner la capacité de l'investisseur, de la personne qui cherche à prendre du crédit pour quoi que ce soit. Arrivé à un tel niveau d'endettement, l'organisme comme Moody's ne peut que donner plutôt une bonne note potentielle à l'endetté pour essayer de lui obtenir un crédit complémentaire. Oui, parce que c'est ça. Mais Oudin, la note BA2 stable... Non, mais c'est déjà très bas. Monsieur Oudin veut dire 8 sur 20. Non, mais je sais bien tout ça. Ça veut dire, en vrai, 8 sur 20. C'est-à-dire, c'est une meilleure note en dessous de la moyenne. Mais il y a une progression par rapport au passé de 7 à 8. Non, mais c'est simplement pour dire que les agences essayent de préserver la capacité d'endettement pour retrouver leur argent à la sortie. Il y a une nuance. Ce qui me plaît en fait dans ce débat, c'est qu'il y a des gens en fait qui veulent s'ériger en experts. Alors que quand on laisse parler les experts, alors on n'est pas des experts en fait de cette position de la Côte d'Ivoire. Stanislas Zézé, le responsable de Bloomfield, a témoigné qu'effectivement cette note-là est plutôt. D'abord, M. Zézé n'est pas. Monsieur Zézé, il n'est pas le seul spécialiste. Il n'est pas plus expert que vous. Non, il n'est pas le seul spécialiste de la matière. Et ce que je suis en train de dire, je le tiens de M. Zézé. Alors, on a écouté la même émission et M. Zézé l'a très bien dit. N'essayez pas de galvauder ce qu'il a dit. Il faut quand même. M. Zézé reconnaît qu'il y a une progression de 7 à 8, mais on n'a jamais atteint 10. Très bien. Il faut arrêter. Et vous répondre. On va l'attendre avec les nouveaux gisements. Il faut recentrer le débat et nuancer les choses. C'est important ça. On va pas faire de l'idéologie, de la propagande. Non, on est entre nous instruits, intellectuels. La question de la dette, il faut nuancer avant qu'ils ne vous répondent. La dette, ça dépend de ce qu'on en fait. Tout le monde s'endette. La France a une dette de 3 000 milliards d'euros. Clairement. La question n'est pas le problème. Si vous prenez c'est comme si vous allez dans une banque, vous prenez de crédit, et si vous allez le consommer sans rien investir, sans rien construire, ce n'est pas la même chose que celui qui va prendre un crédit et qui l'investit dans quelque chose, qui achète quelque chose, qui l'investit de façon à le rendre productif. Donc faisons la différence. Je vais vous donner un exemple précis. Quand on parle de dette, vous avez raison qu'il faut savoir de quelle dette on parle. Absolument, c'est très... Quand je vous dis que la dette actuelle de la Côte d'Ivoire s'augmente de nouveaux crédits qui sont destinés à payer les anciens crédits, ça s'appelle, en termes financiers, de la cavalerie. En droit privé, c'est condamnable. Et je vous donne un autre exemple. Le Japon a une dette publique
très élevée. C'est ça. Mais cette dette est intérieure. C'est-à-dire que c'est les Japonais qui se doivent à eux-mêmes. Ça, c'est vrai aussi. Tandis que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont propriétaires de la dette. Ce n'est pas structuré selon Monsieur Oudin, Richard, oui. Une dette, en France, le pays est endetté au plan international à l'égard de l'extérieur. Mais le PIB par habitant en France, vous le connaissez. Oui, vous vivez ici et vous savez que les Français vivent, je ne dirais pas aisément, mais en tout cas, les agrégats sociaux en France. Ah, mais ça, d'accord. Totalement d'accord. Il y a une stabilité. Totalement d'accord. J'ai dressé un tableau sinistré tout à l'heure, c'est dire à quel point la dette ivoirienne est toxique. Et puis il y a un dernier point, juste un dernier point, on parle de PIB. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cet échange. Et il vous répondra. Quelques secondes seulement, juste quelques secondes. Très rapidement, vous vouliez dire quelque chose avant qu'on ne... Oui, il y a deux petits détails, un macro et un micro. C'est ça. Sur le plan macroéconomique, on parle de PNB, de PIB, etc. Mais aujourd'hui, il y a un indicateur qui est fondamental, c'est l'indice de développement humain. C'est vrai. Cet indice de développement humain permet de compiler à la fois les résultats économiques, macroéconomiques, et les résultats sociaux pour voir quelle est l'osmose entre les deux. Et la Côte d'Ivoire est parmi les derniers pays au monde en IDH. On est derrière le Burkina Faso. Ce qui est inimaginable. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire est le dernier pays. Dans l'un des derniers. Je pense qu'il y a le Niger encore derrière. Le dernier rapport du PNUD. L'IDH, ça vient des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est 159e sur 191. Non mais vous vous rendez compte, regardez le nombre de pays qui sont devant nous, c'est inimaginable. Oui, c'est dans le monde. Hein. Mais en 1960, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le PNB de la Côte d'Ivoire était égal au PNB de la Corée du Sud. C'est vrai. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui quelle est la différence. En tout cas, la Côte d'Ivoire... C'est un point macroéconomique qui fait en sorte, comme disait M. Zeroui, c'est que là, les Ivoiriens vivent mal. Parce que c'est l'IDH qui démontre que les Ivoiriens vivent mal. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir un gros PNB qui est lié par exemple, à l'endettement général qui vient gonfler la valeur. Mais quand vous dites ils vivent mal, vous faites allusion à quoi concrètement? Mais vous savez, moi je ne vis pas à Abidjan en ce moment pour des raisons que vous pouvez imaginer. Alors, mais moi je vais vous dire, j'ai tous les jours Abidjan au téléphone, des amis chefs d'entreprise, dont un a construit sur un des stades. Richard, ma facture d'électricité, je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre, hein. Je parle de moi, ma facture d'électricité. J'habite là où j'habite, à Cocody, ce mois-ci, 400 000 et quelques francs. Oui, mais ça dépend de comment vous consommez. Non, monsieur, j'ai que 2 climatiseurs chez moi à la maison. Oui. Et j'ai toujours payé 300 et quelques mille francs sans savoir pourquoi. Vous savez, lorsque je me suis installé il y a 10 ans, la première estimation de facturation électrique qu'on m'avait faite était de l'ordre de 300 000. Et depuis lors, tous les abonnements que j'ai faits en électricité m'ont coûté 300 000 tous les mois sans savoir jamais ce que j'ai consommé jusqu'au moment où je vous parle. La dernière facture s'était élevée à 400 et quelques mille. Je peux vous produire les factures. Monsieur, est-ce que vous pensez vraiment qu'un Ivoirien qui ne gagne que 61 000 francs par mois ou les moyens 250 000 francs par mois peut supporter en dehors du téléphone, en dehors du transport, en dehors de la nourriture, en dehors des funérailles, en dehors des déplacements, 300 000 francs parce qu'il a utilisé un climatiseur? On ne fait pas payer les gens de façon arbitraire, c'est en fonction de votre consommation. Je vous prie de m'excuser, vous irez vérifier sur place, je n'ai pas dit ça, mais moi je constate juste que ça coûte juste un dernier petit détail que je voulais donner. Il faut que vous répondiez, vous voyez bien juste que... Juste pour finir, et ça revient un petit peu sur l'affaire de l'électricité. Monsieur Doumbia nous a fait un roman sur les gens qui prennent le taxi et qui, grâce au péage du pont au Fouet-de-Bonny, gagnent 30 minutes. D'abord, je dirais que l'essentiel des Ivoiriens qui prennent aujourd'hui des taxis-compteurs font en sorte d'échapper au pont au Fouet-de-Bonny parce qu'ils ne veulent pas payer le péage, justement. Et ils veulent pas, et les taxis-compteurs ne veulent pas l'inclure dans le prix de leur course parce qu'ils veulent le faire payer en supplément à l'usager. Donc là, ça pose un problème, c'est pour ça que les embouteillages restent récurrents. Et on veut sauver, soi-disant, ça permet de sauver du carburant. Belle affaire. Et à ce propos-là, pourquoi, dites-moi, que le carburant en Côte d'Ivoire,
vaut tant et que ce carburant transporté par Citarail depuis la Cire jusqu'à Ouaga coûte moins cher à Ouaga qu'à Abidjan. Expliquez ça aux Ivoiriens. Monsieur Doumbia, deux éléments essentiels ont été évoqués dans les propos de Monsieur Oudin et de Maître Zéori. C'est la question de la cherté de la vie, du coût de la vie, de la qualité de vie. On a vu, ça existe sur Internet, le rapport du PNU de 2022-2023 est disponible. Le positionnement de la Côte d'Ivoire n'est pas reluisant. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ivoirien ne travaille pas dans ce sens. Alors, quelle est la nuance que vous voulez apporter? Et puis, ils ont donné un exemple spécifique, même si ce n'est pas singulier à la Côte d'Ivoire. Parce que avec la guerre en Ukraine, moi, je ne tente aucune explication. Je ne sais pas comment s'approvisionne la Côte d'Ivoire en énergie, mais le courant coûte cher aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde. Mais en fait, c'est à vous de donner l'explication spécifique par rapport à cet élément qu'ils ont évoqué. Oui, vous savez, monsieur Toubé, aujourd'hui, en fait, le gouvernement Alassane Ouattara a cette faculté-là de pouvoir justifier certaines situations parce que le PPACI, ex-FPI, et le PDCI ont quand même géré ce pays-là. Vous voyez? Et l'instabilité occasionnée par les politiques de ces partis, en fait, ont été les conséquences de certaines situations qu'il fallait gérer en amont, qui peuvent vraiment expliquer certaines difficultés. Mais le gouvernement Alassane Ouattara aujourd'hui propose des solutions pour les Ivoiriens. Vous voyez, vous convenez avec moi que nous avons vécu la crise liée à la pandémie du Covid. Voilà, et le gouvernement ivoirien a pu pallier quand même à des solutions, notamment par rapport aux difficultés sur la cherté de la vie et tout ça. 2020. Et nous agissons aujourd'hui avec le gouvernement ivoirien en toute transparence. Les prix sont affichés et les consommateurs ont la possibilité de pouvoir vraiment se plaindre auprès des autorités. Donc ça, c'est un. Donc moi, je ne vais pas gérer, en fait, je ne vais pas justifier des situations macro, de factures, d'augmentation de factures et tout ça. Vraiment, la Côte d'Ivoire a des entités juridiques. Et si éventuellement vous estimez que votre consommation mensuelle n'est pas vraiment facturée au juste prix et que vous puissiez le justifier, ben, la loi en fait peut, voilà, vous pouvez faire face en fait à la loi. Vous avez plutôt. Mais nous on agit, en fait, nous on a les chiffres, on a les statistiques et on a les chiffres. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés en Côte d'Ivoire. Je dis pas qu'il n'y a pas de cherté de vie en Côte d'Ivoire, mais les solutions sont là. Et le gouvernement du président Alassane Ouattara s'attelle vraiment à soulager les populations. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui va bientôt s'estimer être un pays pétrolier avec la découverte de deux gisements, notamment le gisement Kalao tout récent en 2024 et puis la mise en production du gisement Baleine qui a été détecté sur nos côtes. Donc la Côte d'Ivoire avance, monsieur, et l'organisation de la Coupe d'Afrique, c'est un témoignage. Nous avons reçu plus de 1 600 000 personnes qui sont venues dans notre pays et qui ont témoigné vraiment, on va dire, de la beauté de ce pays-là. La faculté d'accueil en fait des Ivoiriens et puis le niveau de vie. En fait, voilà, s'il y avait tous ces problèmes que je n'occupe pas en fait, mais s'il y avait tous ces problèmes, je pense que tout ça, ça serait mis au vu de tout le monde. Donc les Ivoiriens vivent mieux qu'avant, les Ivoiriens se soignent mieux qu'avant parce que le président Alassane Ouattara a pu construire des infrastructures hospitalières. Les Ivoiriens sont mieux éduqués. Vous savez qu'en 2011, nous avions seulement environ 270 collèges, lycées ou collèges construits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, ces chiffres-là ont été multipliés par 2. Nous sommes à plus de 550 lycées ou collèges. Les universités, et ça c'est au passage, les universités, quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir en 2011,
nous avions seulement que 3 universités construites. L'université d'Abobo Adjamé, l'université de Cocody et l'université de Boaké. Et une parenthèse, 2 de ces universités-là ont été construites par M. Alassane Ouattara quand il était Premier ministre, sous Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on a ajouté au nombre précédent, les 3 universités, nous avons construit 6 universités supplémentaires. Et je me passe en fait des constructions en fait de CAFOP et des réhabilitations de CAFOP pour les enseignants et les professeurs. Et encore, témoignage à l'appui des différents stades de football qui ont été construits. C'est un gros investissement personnel de M. Alassane Ouattara. Et donc tout est visible, tout est palpable. Nous n'allons pas commenter, nous n'allons pas nous apitoyer en fait sur des situations, des situations macro, mais voilà, il faut... À sa décharge, je dois dire, je fais des émissions sur beaucoup de pays sur le continent. Donc j'ai un regard analytique et comparatif. Et effectivement, on ne peut pas dire que c'est catastrophique. Alors, catastrophique. On n'a jamais dit... Oui, on est d'accord, totalement. Je peux poursuivre? Totalement d'accord. On n'a jamais dit que la situation était irrémédiable. Elle a beau être catastrophique, elle n'est pas irrémédiable. Enchaînez pour nous dire... Alors, je vais vous dire... Voilà. Je vais vous dire... Voilà. Sur ces questions évoquées, quelle est la stratégie, quel est le message que vous portez, l'offre que porte la candidature du président Tidjane Thiam, par exemple? Je vais y venir. Oui. Mais je voudrais dire à mon frère Doumbia, avec la liste qu'il est en train d'égrener, que c'est une réalité visible. Mais il a fini de citer. C'est fini, il a tout dit. Il a tout dit. En 2011, M. Toubé, n'importe qui aurait pris le pouvoir après la gouvernance de Laurent Gbagbo et la négociation des PPTE. Vous produisez des résultats plus performants, plus efficaces, plus clairs que ce que M. Doumbia a l'air de nous égrener. Encore que le PDCI dont est issu le RHDP avait déjà planifié, exécuté, programmé, sans compter ce que M. Laurent Gbagbo a pu faire en temps de crise. Vous avez entendu parler du budget sécurisé? Ce budget, c'était un budget qui a été énoncé en pleine crise de la Côte d'Ivoire, monsieur. Et malgré que le pays était divisé en 2 et que les recettes de la partie septentrionale ne descendaient pas, alors que tous les fonctionnaires qui couvraient tout le pays étaient payés, salariés. Non, mais je vais pas laisser malgré tout ça, M. Laurent Gbagbo et son pouvoir arrivaient c'est pas parce que vous avez planifié quelque chose à payer que vous avez les cadres. Réalisé. Il y a une différence, monsieur. À rembourser, planifier et réaliser et l'endettement. C'est ça. Et à rembourser l'endettement extérieur et interne de la Côte d'Ivoire. On aurait placé n'importe quel cadre ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire et il aurait fait mieux. Qui reçut le produit de la longue négociation que les Boumboabré et les autres ont fait pour le PPTE, je vous assure, ce n'est pas ce résultat qu'on aurait obtenu. Ensuite, nous vivons la réalité que M. Doumbia ignore totalement ou qu'il décide de saboter. Et c'est triste. Attendez, il ne manquerait plus qu'à ne pas construire des routes et des universités, alors que le PND a permis au pouvoir d'aller lever des fonds, des obligations, plan national de développement partout dans le monde, et que les investisseurs étrangers ont injecté du blé dans l'économie ivoirienne. Ils attendent des résultats et ce sont des baux, si vous voulez, M. Doumbia. Ce sont des baux. Les baux supposent un loyer et les Ivoiriens vont payer ces loyers. Je dirais même ad vitam aeternam. Est-ce qu'on lui a dit ça? Mais quand il dit on, j'espère que dans le on qu'il utilise, il parle des Ivoiriens et qu'il ne parle pas seulement d'un régime ou d'un pouvoir qui serait en train de travailler en exclusivité, en porte fermée. Ce qu'on constate d'ailleurs, on va parler de la cohésion tout à l'heure, c'est que c'est effectivement en vase clos parce que les autres cadres du pays ne sont pas concernés par cette embellie que moi je trouve un peu flatteuse.
Et le PDCI est prêt à relever le défi. Votre propos rappelle la confection humble de l'ancien président, l'ancien Premier ministre, pardon, excusez-moi, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui effectivement, après un mandat, a reconnu qu'ils ont privilégié des aspects à l'aspect social et que effectivement le deuxième mandat et le consisterait à renforcer les mesures. Il a eu l'humilité de le reconnaître. Oui, effectivement, qu'on demande à M. C'est tout. S'il est humble, les Ivoiriens sauront comprendre. Sinon, qu'ils ne nous fassent pas croire qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire.